ans avant de partir faire votre MBA à UCLA. Après votre MBA, vous décidez de revenir dans le privé avec un passage en tant que directeur général de la centrale laitière Nord. Puis vous vous lancez dans l'entrepreneuriat en créant 2 sociétés dans le secteur informatique, Omnidata et Distrisoft. C'est là que vous décidez de continuer à enrichir votre parcours professionnel puisque vous passez dans une multinationale, Microsoft, d'abord en tant que directeur général de la zone Afrique du Nord et de l'Ouest, avant de vous expatrier en Asie du Sud-Est, puisque vous prenez la direction régionale de Microsoft basée à Singapour. Après cette expérience à l'international, vous décidez de rentrer au Maroc avec un retour au privé, dans le groupe Saham cette fois-ci. Vous occupez plusieurs postes opérationnels sur l'ensemble des activités de Saham. Et en 2007 démarre une nouvelle étape dans votre vie, parce que c'est le passage au public et à la politique. Dans le public en tant que ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies. En politique en tant que membre du conseil politique de l'USFP, qui va vous mener à être élu en 2011 dans la circonscription de Fès Sud. Et puis en 2016, encore une fois, une nouvelle étape, parce que vous aimez les challenges. Vous passez à la diplomatie, puisque vous êtes nommé ambassadeur représentant du Maroc à l'Union européenne. En 2018, vous êtes nommé président du Conseil économique, social et environnemental. Et en 2019, vous êtes nommé par Sa Majesté membre de la commission spéciale pour le modèle de développement. Alors nous sommes ravis de vous accueillir à plusieurs titres. D'abord parce qu'on a eu l'occasion de vous accueillir il y a 2 ans maintenant, en 2019. Et j'ai un souvenir très précis de cet échange parce que vous avez dressé un diagnostic édifiant et très clair de la situation. Vous avez posé le cadre des travaux de la commission. D'accord ? Nous sommes ravis de pouvoir vous voir 2 ans après tous ces travaux pour pouvoir échanger sur ce sujet, mais aussi sur d'autres. Alors, je tiens à signaler que cet événement est bien évidemment aussi accessible via Zoom pour une partie de nos camarades qui n'ont pas pu être présents. Nous l'avons également ouvert à nos réseaux d'écoles amies, puisque les anciens de Centrale, Supélec, les anciens de l'IX, les anciens de Sciences Po, de l'ESSEC, de l'ESCP sont aussi connectés pour certains à cet événement. Et je vais finir pour remercier aussi H7 de nous accueillir encore une fois, et Média 24, notre partenaire média sur cet événement. Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur Chami, bonjour. Je tiens d'abord à remercier HEC Alumni de nous permettre d'être face à Monsieur Chami. Je vais commencer par vous interpeller pour votre dernière casquette. C'est difficile d'interviewer une personne qui a un parcours aussi riche et aussi diversifié. Mais comme l'a dit Monsieur Raichi, vous êtes récemment en fait membre de la commission spéciale pour le modèle de développement. Et ma première question, c'est justement, j'aimerais savoir votre expérience en tant que membre de cette commission, comment vous l'avez vécue et quelle est la différence finalement entre le travail que vous avez fait au sein de cette commission et ce que vous faisiez tous les jours au sein du Conseil économique et social. Merci. D'abord, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là, de revoir des têtes amies et en présentiel, surtout après autant de temps. Maintenant, je remarque une chose, je remarque que Hassan a fait un meilleur travail que la dernière fois quand je suis venu ici. En fait, ce n'est pas Hassan, c'est Jamel. D'accord ? Il y a beaucoup plus de monde qui est mobilisé, donc merci Jamel. Puis deuxièmement, je remarque aussi qu'un lundi matin, les cadres supérieurs du Maroc peuvent se permettre de prendre un truc off, donc c'est bien. Ça veut dire que le Maroc vraiment a beaucoup de dispositions pour créer de la richesse. Une fois que j'ai dit tout cela, je vais essayer de répondre à votre question. Alors déjà, première question. Est-ce que nous sommes en off par rapport à la presse ou nous sommes en on par rapport à la presse ? On est en on par rapport. Parce qu'après, on va diffuser un live. Très bien. Donc, je vais essayer de ne pas me faire trop d'ennemis ce matin, d'accord ? Mais en essayant de répondre franchement à vos questions. Juste éviter des questions trop épineuses. Non, moi, j'ai passé un an. On a été nommé en décembre, je crois, 2019. On a passé une année de travail. Je peux revenir là-dessus, puisque maintenant, on n'est plus en session, donc je peux en parler. Et nous sommes en train de faire maintenant le service après-vente.
et je suis très engagé sur cette partie du service après-vente. Alors, le travail d'une commission où il y a 35 membres qui viennent de différents horizons n'est pas simple. D'accord ? Et donc, on vient chacun avec nos idées propres, avec peut-être un référentiel différent, avec peut-être des parties derrière qui voudraient bien voir certaines choses dans le rapport. Et donc, il faut discuter, il faut arbitrer, et surtout que vous ajoutez à cette complexité l'approche, qui est la bonne approche que nous avons prise dès le départ, qui était une approche, je dirais, d'ouverture consultative. Et donc, on a consulté les forces vives du pays, le citoyen, la diaspora marocaine à l'étranger, les institutions internationales. Et donc, à la fin, il fallait faire une synthèse, mais c'était pas une, si vous voulez, c'est pas, le NMD, c'est pas une liste de propositions, c'est un ensemble cohérent. Et franchement, moi, puisque les X sont là, je tiens à saluer le travail qu'a fait Chakib, d'accord, Moussa, où il a fait preuve de beaucoup de patience. D'ailleurs, on a même proposé de dire fort comme Hercule, heureux comme Ulysse et patient comme Chakib, d'accord, parce que c'était très difficile parfois d'arriver à concilier tout le monde. Donc, par rapport à un travail que fait le CESE, c'est franchement très différent. On est dans la proposition, mais le processus n'est pas le même, la dynamique n'est pas la même. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. Et donc après, vous arrivez il faut arriver à sortir un nouveau modèle qui est cohérent. Et puis l'enjeu n'est pas le même. Quand on est au CVSE, on fait des rapports soit parce qu'on nous l'a demandé, parce qu'on est en saisine du gouvernement ou là du Parlement ou de Sa Majesté indirectement, ou bien on est en autosaisine et donc nos rapports n'ont pas la même criticité que le NMD. Justement, vous venez de dire que ce qui était difficile, c'est de devoir concilier un peu 35 membres d'horizons différents. Et parmi, excusez-moi le terme, parmi les reproches qu'on en a peut-être fait au rapport, c'est peut-être un manque d'audace. Est-ce que finalement le consensus l'a-t-il emporté sur peut-être le courage dans les propositions? Alors, moi déjà, je voudrais bien, je crois qu'on a eu un rapport différent. Vous et moi, ou là, les personnes qui disent que ce rapport manque d'audace, je crois que vraiment on a lu un rapport différent. Voilà un rapport qui traite de tous les mots, MAUX, d'accord, que tout le monde connaît dans ce pays, mais qui les dit. Et ce n'est pas dans n'importe quelle circonstance. Nous ne sommes pas un parti d'opposition, ou là, nous ne sommes pas, je dirais, un mouvement de la société civile, que j'encourage d'ailleurs à garder ces positions, ces postures, même si parfois les postures sont extrêmes, je ne suis pas contre ça. Il ne faut pas que ce soit trop extrême parce que sinon vous perdez de la crédibilité, les gens ne vous croient plus dans ce que vous dites. Mais le fait d'amener la contradiction, il n'y a pas plus important dans une société que d'amener de la contradiction. Il n'y a pas plus important pour un pouvoir en place qu'il y ait des contre-pouvoirs qui se développent, quel que soit le pouvoir en place. Quel que soit le pouvoir en place. Le pouvoir a besoin de contre-pouvoir. C'est bien pour lui. Quand on se contredit, on se complémente. Donc, si vous voulez que eux disent ça, c'est bien. Nous sommes une commission qui a été instituée par Sa Majesté. On arrive, on dit, il y a de la corruption dans ce pays. On vient, on dit, il y a un manque de liberté dans ce pays. On vient, on dit, il y a un problème de la justice dans ce pays. On vient, on dit, il y a un manque de gouvernance, il y a un problème de gouvernance dans ce pays. Avec le problème de gouvernance qui remonte jusqu'à là-haut. On parle de zone grise entre le pouvoir stratégique qui est le pouvoir de Sa Majesté et le pouvoir exécutif qui est le pouvoir du gouvernement. On vient, on dit, ce pays-là, il y a des gens qui ont tout, d'autres qui n'ont rien. On vient, on dit, dans ce pays-là, la régionalisation qui était supposée sauver le pays n'avance pas. On vient, on dit, on a construit tellement de choses, etc., et qui ne sont pas utilisées. On vient, on dit, le citoyen n'est pas épanoui. Franchement, il faut qu'on dise quoi? Alors maintenant,
peut-être qu'on ne le dit pas d'une manière aussi directe que je viens de le faire. Parce que le but, c'est pas de se faire plaisir. Et j'avais eu cette discussion avec Chakib plusieurs fois, où moi je voulais aller parce que c'est peut-être, je dirais, de ma nature, d'être plus agressif ou là, de dire les choses plus directement, etc. Je n'étais pas le seul, on était 3 ou 4 à avoir la même posture dans cette commission. Il y avait Karim Tzazik, Sikes, Tozi et d'autres, mais où on voulait aller plus loin. Et à la fin, Chakib disait très justement, est-ce que vous voulez avoir un rapport qui ait un effet par la suite, des conséquences positives par la suite, ou vous le faire plaisir? Il avait raison. D'accord. Donc c'est finalement question d'emballage. Anna, j'invite les gens à vraiment relire le rapport, lire et voir tous les points dont j'ai parlé, est-ce qu'ils ne sont pas là-dedans? Et vous verrez qu'ils sont là-dedans. Alors ils sont dits d'une manière, d'accord, respectueuse, qui ne choque pas, etc. Et l'important c'est d'avancer. Justement, peut-être dernière petite question pour clore peut-être le chapitre rapport sur le nouveau modèle de développement. Question directe avec une réponse directe, oui ou non. Est-ce qu'il y a une mesure ou un sujet qui vous tenait à cœur et que finalement vous n'avez pas retrouvé au niveau du rapport, et si oui, c'est quoi? Alors, la réponse est oui. Maintenant, je n'ai pas retrouvé au niveau du rapport. Ce n'est pas que j'ai été surpris de ne pas le trouver au niveau du rapport. C'est que dans notre... je dirais, dans le process de décision, etc., on se voyait 2-3 fois par semaine, on faisait un week-end où on partait tous en off-site par mois, c'était le dernier week-end du mois, et donc on arbitrait. Et donc dans une des séances, il y a eu un arbitrage, et mon idée n'a pas été retenue. Je la pousserai dans un autre contexte. D'accord. En fait, j'ai eu cette idée que je trouve assez intéressante. Moi, j'ai dit, il faut imposer par la loi, une mesure qui est la suivante. Toute transaction qui concerne les biens de l'État, que ce soit un bien matériel ou tel qu'un terrain, un bien immatériel tel qu'une licence que je donne, un appel d'offres, etc., toute transaction doit être mise sur un site qui s'appelle public.ma, d'accord, qui indique c'est quoi la transaction, c'est quoi la valeur de la transaction, qui a bénéficié de la transaction. La transparence dans les marchés publics. C'est pas dans les marchés publics. C'est par rapport aux ressources de l'État. D'accord. Ces ressources qui vous appartiennent à vous, à moi, à ceux qui nous regardent, etc. Et en faisant juste ça, vous avez créé un système de régulation extraordinaire. Alors malheureusement, je l'ai pas. Malheureusement, c'est pas que les gens étaient contre. Hein, on est même passé au vote. Plusieurs ont proposé plusieurs projets. Donc j'avais fait du lobbying auprès de mes camarades pour avoir ça. Pas passé. En fait, parce que dans la proposition d'ensemble, c'est ça où je vous disais la cohérence, d'accord. Bah, c'est pas passé. Autre chose qu'on a dite. J'ai parlé tout à l'heure de différentes choses. Là, on a dit clairement la loi sur l'accès à l'information n'est pas bonne. C'est dans le rapport. D'accord. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande plus de transparence. Donc voilà, pour répondre à votre question sur le... D'accord. Le deuxième axe, plus ou moins, que j'aimerais discuter avec vous, et peut-être, ça concerne un peu le rôle globalement de l'entreprise dans la proposition du nouveau modèle de développement. Comme M. El-Haraichi l'a dit au début dans votre présentation, et à juste titre, vous avez connu la multinationale, vous avez été entrepreneur, vous connaissez la PME, start-up, je sais aussi que vous êtes business angel, donc vous connaissez vraiment la réalité, disons, pure et dure de l'entreprise marocaine. Et aujourd'hui, est-ce que le changement par rapport qui est demandé aujourd'hui ou là, qui est proposé par le nouveau modèle de développement pour l'entreprise, vous pensez vraiment qu'il est possible? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que nous avons défini des axes qu'on a appelés des axes stratégiques dans le rapport, mais les axes ne sont qu'une partie encore du rapport. D'accord. Donc on a défini une ambition, on a défini une méthodologie, un référentiel d'abord. Un référentiel, quand on dit société, un État fort avec une société forte, on aurait dû dire société, État démocratique fort avec société libre forte. D'accord. Ça aurait évité certaines prises de position. Quand vous lisez le texte, c'est ce qui est dit. Un État fort par ses institutions. D'accord. On ne parle pas d'un État mrzanien fort.
C'est évident quand vous lisez. Mais bon, après, il y a des gens qui, pour de bonnes raisons, vous disent non, vous aurez dû préciser, donc il aurait fallu qu'on précise. D'autres qui n'ont pas lu et qui prennent juste le titre et qui vous disent vous n'avez pas lu. Donc, si vous voulez, le référentiel, la méthodologie, en disant il y a des principes, la co-construction par exemple. La co-construction, mon Dieu, ce que c'est important. C'est-à-dire, on dit, les politiques publiques maintenant, jusqu'à maintenant, elles sont faites d'une manière très centralisée. Je l'ai fait moi-même quand j'étais au ministère. Maintenant, il faut faire de la co-construction. D'accord ? Et donc, cette co-construction donnera une meilleure adhésion, de meilleurs résultats. Et je pense que c'est vrai. La subsidiarité, l'impact des politiques publiques sur le citoyen. Jusqu'à maintenant, malheureusement, les gens, quand ils vont au Parlement, ils disent ouais, on a construit 200 écoles cette année. Dis-moi quelle est la progression sur le test PISA. Voilà ce qui m'intéresse. D'accord ? Ce n'est pas le nombre de constructions. Donc, on parle d'une idée de moyens à résultats. Et donc, ça, c'est dans le rapport. Après, on dit, voilà, il y a 4 axes stratégiques qui sont une économie, transformation structurelle de l'économie. Après, on pourra rentrer dans le détail. Un capital humain, bien sûr, formé, fort, etc. De l'inclusivité, un système inclusif et des territoires. Voilà les 4. Et on dit tout ça doit se faire dans un cadre de responsabilité et, je dirais, de confiance et de responsabilité. Donc, ce sont les acteurs, on parle des acteurs. Et on dit il y a 2 leviers principaux, le numérique, d'accord, et l'administration. Un peu en gros ce que dit le rapport. Maintenant, sur l'entreprise. Surtout, ma question, elle était orientée sur le choc entrepreneurial qui est demandé, parce que ce qu'on ça. Alors, je retient, vais venir. c'est que vraiment, on voit que le privé et que l'entreprise doit jouer un rôle moteur dans ce nouveau modèle de développement. Alors, je vais y venir, vous avez raison. J'ai mis les choses dans leur contexte, ouais, parce que son beau-fils me dit toujours de mettre les choses dans leur contexte. D'accord ? Maintenant, quand je regarde l'économie, et on regarde la croissance, 3,5% de croissance, et on regarde ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, c'est une croissance. Vous savez, si je regarde la fonction production du PIB, capital, travail et gain de productivité, le TPF, le Total Productivity Factor, la productivité totale des facteurs, on a beaucoup cru par le capital. On a accumulé du capital. Et donc, si on veut passer à un nouveau palier, il faut vraiment croître par plus de gains de productivité. Il faut pratiquement tripler, je dirais, les gains de productivité, ce qu'on a jusqu'à maintenant. Il faut aussi travailler sur il faut aussi avoir un impact sur le travail, notamment le travail des femmes. Mais si je prends les gains de productivité, donc quand vous dites ça, vous dites comment je peux avoir plus de gains de productivité. C'est ce qu'on a appelé la transformation productive. D'accord ? Cette transformation productive où il y a 4 volets principalement, la diversification, la modernisation, la montée en gamme et l'exportation, l'internationalisation. Et pour ce faire, si vous voulez, ça ne peut être porté que par des entrepreneurs. D'où ce choc entrepreneurial, cette révolution entrepreneuriale, etc. Et quand vous creusez un peu plus, vous dites, ouais, mais pourquoi l'entrepreneur ne le fait pas ? Et donc là, on a dit, très bien, quels sont les coûts que l'entrepreneur a qui font qu'il ne fasse pas. D'accord ? D'abord, je dirais, il y a des coûts de transaction. D'où, parce que si jamais, chaque fois que je veux créer une entreprise, et je peux parler, je dirais en toute connaissance de cause là-dessus, d'accord, je connais le terrain, pour l'avoir pratiqué, vous avez des coûts de transaction énormes. Et donc, tout cela, on va retrouver ce qu'on a appelé, nous, la sécurisation de l'initiative privée. C'est là où vous allez trouver le choc de simplification, c'est là où vous allez trouver, je dirais, les régulateurs, c'est là où vous allez trouver la justice, etc., etc. Puis, il y a un coût qui est juste le coût de production. Si c'est trop cher de faire tel ou tel produit, surtout qu'on me demande d'aller et de me confronter à la concurrence internationale, il vaut mieux qu'il y ait ce qu'on a appelé, nous, le choc de compétitivité. Et donc, nous avons regardé quels sont les éléments les plus défavorables aujourd'hui, l'énergie, le foncier, la logistique, et donc la formation. Et donc, on a proposé des choses là-dedans. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle un coût d'opportunité. C'est-à-dire, si jamais moi, parce qu'il faut qu'on arrête, on m'a posé la question il y a quelques jours, j'ai choqué en me disant,
المقابل المواطن, l'entrepreneur patriote. Oui, c'est bien, mais ça c'est un deuxième point. L'entrepreneur, d'abord, il va chercher du profit, et il le cherche parce qu'il y a des incitations. Il va répondre aux incitations. Ensuite, qu'en chemin, il fasse plus de choses pour la nation, c'est très bien. J'encourage ça. Mais d'abord, ces incitations. On ne va pas avoir des gens qui vont rentrer pour devenir patriotes en allant faire de l'économie. Et donc, ce coût d'opportunité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un système d'incitation qui n'est pas bon. Nous incitons les gens à faire de l'immobilier. D'accord? Donc, il faut inciter les gens à faire de la diversification Donc, productive. pour vous, c'est possible. Oui. C'est pas quelque chose qui... Non, absolument. Et c'est ça ce que je dis. C'est-à-dire que si jamais il y a une... Oui, c'est possible. Mais il faut qu'il y ait une convergence, il faut qu'il y ait une vision. Bon, on espère que celle-là sera peut-être à la base de quelque chose, qu'il y ait des acteurs qui veulent faire, et surtout, il y a des acteurs qui, eux, mettent en place ces outils, et des acteurs qui les utilisent pour agir, et donc c'est toute la population que j'ai en face de moi aujourd'hui. Il faut que les gens y croient, qu'ils soient mobilisés, et se dire, ça c'est du patriotisme par contre. Le fait de croire, d'accord, qu'on peut changer les choses, ça c'est du patriotisme. Justement, vous avez soulevé un point qui vous m'avez tendu la perche pour vous poser ma question. Un entrepreneur, c'est-à-dire quand il investit, c'est pour aller chercher du gain et du profit. Aujourd'hui, cette simple phrase, on a l'impression quand même qu'il y a un certain frein culturel global par rapport à ça. On diabolise plus ou moins le fait de gagner de l'argent, tout simplement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà des réformes peut-être administratives et incitations, il y a aussi un travail et des réformes à faire à ce niveau-là? Alors, on a eu quelques membres distingués de la commission qui ont beaucoup défendu ce point de vue, ce qu'on appelait les représentations. La sowar namatiya, le stéréotype. D'accord? L'entrepreneur est là pour... il est malhonnête, la femme, elle est là pour être au foyer, le jeune, il est là pour créer des problèmes, etc. Et vraiment, on a eu des personnes, Sitsarab notamment, que je salue, Sadia Abnani, etc., qui ont beaucoup insisté sur ce point-là. Et donc, dans le nouveau modèle, dans le rapport, on parle de ce sujet, il est identifié. Et donc, on dit, on propose des choses, mais au départ, il faut revenir à l'école. D'accord? Quand vous avez des manuels scolaires où on voit encore la maman dans la cuisine et le papa machin, bah ça crée des... Il ne faut pas vous étonner que des années plus tard, on ait ce genre encore de représentation. La création de richesse se fait par les entrepreneurs. Donc si quelqu'un vous dit que les entrepreneurs sont malhonnêtes et je ne sais pas quoi qu'il faudrait faire, franchement, il faut lui dire qu'il n'existe pas un autre modèle. D'accord? Maintenant, l'entrepreneur, bien sûr, lui aussi, on a parlé de ce cadre de confiance et de responsabilité, d'accord? L'entrepreneur a des responsabilités. Il a des responsabilités par rapport à ce qu'on appelle les stakeholders, les parties prenantes. Les premiers stakeholders, c'est les gens qui travaillent dans l'entreprise. Et Dieu sait qu'il y a des entrepreneurs qui ne respectent pas les droits des gens qui travaillent dans les entreprises. Il a des devoirs vis-à-vis de son environnement. On voit des choses RSE qui se font assez intéressantes. Notre stakeholder, c'est l'État, en payant de la fiscalité, des taxes, etc. Et bien sûr, il y a ses actionnaires aussi. Donc voilà. Donc si vous voulez, on peut s'y retrouver à la fin et que ce soit un jeu, non pas somme nulle ou la nette, mais où tout le monde est gagnant. Ma dernière petite question, parce que le face-à-face s'approche à sa fin. Alors, justement, moi, le contexte actuel. Le nouveau modèle de développement est discuté, il va être, et comme on a dit, il est censé être porté par des entreprises, par des entrepreneurs, par des acteurs. Et aujourd'hui, la crise Covid, quand même, laisse des traces. C'est-à-dire qu'on a un tissu d'entreprise qui est fragilisé, sous-capitalisé, surendetté. Est-ce que vous pensez que ce tissu-là est capable et aura la capacité de porter ce nouveau modèle de développement s'il est déployé ou de la façon avec laquelle il va être déployé? Alors, d'abord, s'il vous plaît, Anna, je tiens à le préciser dès le départ, quand vous me dites vous pensez, moi je n'ai pas de boule de cristal, hein, d'accord? Donc déjà, j'essaye de mon mieux de projeter avec les éléments dont je dispose. Première des choses qui est certaine, c'est qu'il y aura un impact qui va durer de longues années,
d'accord, sur les économies du monde entier. Il y a pas on ne peut pas se voiler la face là-dessus, surtout dans des pays comme les nôtres, où l'argent qui a été mis sur la place publique, enfin qui a été mobilisé par les pouvoirs publics, pour diverses raisons, là, je ne suis pas en train de critiquer, n'est rien comparable à ce qui a été fait aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays. Donc ça, c'est un. Et donc, il y a des secteurs qui souffrent et qui vont continuer à souffrir pendant un moment de temps, parce qu'ils souffrent aujourd'hui, parce que la raison principale, c'est la demande. On a donné de l'argent, on a prêté de l'argent aux entreprises. Peut-être qu'il aurait fallu en donner sous une autre forme. Moi, j'ai poussé ça en disant, le capital investissement, il faut prendre des participations dans les entreprises qui sont on peut appeler ça les gazelles, dans des entreprises qui sont des entreprises d'avenir. On ne peut pas faire ça partout, mais il ne faut pas laisser tomber cette partie du tissu qui est extrêmement importante pour l'avenir. Bon, ça n'a pas été fait encore pour diverses raisons. Je ne suis pas en train de critiquer, je ne veux pas rentrer dedans. Parce qu'en plus, je ne connais pas, franchement, toutes les raisons. Mais on a donc prêté de l'argent. Heureusement qu'on l'a fait. Maintenant, quand on prête de l'argent, moi je dis, l'argent, c'est l'huile, c'est le moteur. Ça a besoin pour que les pistons tournent, les bielles, les machins, etc. Mais ce n'est pas ça qui fait avancer la voiture. Ce qui fait avancer la voiture, c'est l'essence. L'essence, c'est la demande. S'il n'y a pas de demande aujourd'hui, on a un problème. Est-ce que l'État, dans la demande publique, d'accord, a fait tout ce qui était possible de faire? Moi, je pense que non. D'accord. Maintenant, si vous amenez peut-être quelqu'un du ministère des Finances, il va argumenter avec moi, il me dit non, tu te trompes, etc. Mais ce n'est pas grave. On revient à l'histoire, à la contradiction au départ. Maintenant, l'impact, et les banques sont bien placées pour le dire, c'est demain, quelle est la capacité des gens à rembourser. Alors, la bonne nouvelle, c'est que déjà au niveau de, je dirais, les particuliers ont recommencé à payer leur retraite. Maintenant, l'entreprise, jury is still out. Il faut attendre encore un peu et on verra ce qui va se passer au niveau des entreprises. La peur que j'ai, ou l'appréhension, ce n'est pas une peur, l'appréhension, c'est qu'on crée, c'est qu'on est dans l'avenir beaucoup de ce qu'on appelle les entreprises fantômes. C'est-à-dire ce sont des entreprises, comme on sait, qui ne déposent jamais le bilan, parce qu'on est spécialiste fait de l'exercice HEDA. On ne sort pas, il n'y a pas de destruction créatrice dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui sortent d'un secteur, qui re-rentrent, d'autres qui... Et ce qui crée... Les gens, ils restent, ils survivent, ils passent dans l'informel, ça crée plus de problèmes de concurrence, de mauvaise concurrence, etc., etc. Donc ça, c'est possible. Et donc, il faut rester, pour revenir à ce que vous dites, il faut rester extrêmement vigilant. J'espère que les marchés européens vont repartir, parce qu'on fait plus de 60% à peu près de nos ADAC avec l'Europe. J'espère que nos problèmes actuels n'auront pas trop d'impact, je dirais, sur l'économie, sur le commerce. Et voilà, et donc il faut rester extrêmement vigilant. Le fonds Mohamed VI qui est prévu, j'attends qu'il soit mis en action, d'accord, et peut-être qu'il y aurait des compartiments là-dedans qui vont aller faire de l'investissement en capital investissement dans les entreprises, dans l'innovation, etc. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut rester vigilant, il faut voir les opportunités, mais il y a des opportunités aussi. Par exemple, ce qu'on a appelé le redéploiement des chaînes de valeur, d'accord, industrielles, des gens qui reviennent de l'Asie parce que l'Europe a pris conscience de sa fragilité. Nous faisons, moi je le dis souvent, nous faisons partie, ce que je peux appeler la région stratégique ou l'espace stratégique européen. On peut faire partie de l'espace stratégique européen. Je ne pense pas qu'ils l'appellent comme ça, mais moi j'appelle l'espace stratégique européen parce que, vous savez, même qu'il arrive quoi que ce soit, du point de vue logistique, vous pouvez atteindre les capitales européennes, de celles qui sont à côté, beaucoup plus facilement que d'autres pays qui sont européens eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup, M. Chami, de vous être prêté à ce jeu. Et donc, je passe la parole à M. Harouchi. Merci. Encore une fois, M. Chami, on est heureux de vous avoir parmi nous.
Ce que je vous propose, c'est qu'avant d'ouvrir le débat avec la salle, parce que je pense qu'il y a de nombreuses questions qui vous attendent, j'ai recueilli auprès de nos camarades qui nous suivent en ligne et que je salue des questions. Donc j'ai un exercice assez délicat à faire parce qu'il fallait que je fasse le tri. Et parmi les questions que j'ai retenues, soyez indulgents avec moi, j'ai retenu celles qui vont compléter ce que vous venez de dire. Et je vais aussi laisser un peu d'espace à tous mes camarades ici présents. Alors, première question que j'ai retenue, qui a été posée par de nombreuses personnes, c'est de dire quelles leçons, vous, à titre personnel et en tant qu'avec votre cursus, avez-vous tiré de cette crise du Covid par rapport à notre économie? Qu'est-ce que cette crise du Covid a montré comme fragilité et en même temps comme potentialité par rapport à notre pays? Donc ça, c'est la première question qui est revenue chez de nombreux camarades. Et puis, en complément à cette question, quelles sont pour vous aujourd'hui les priorités vraiment et les urgences et les chantiers stratégiques à mettre en œuvre, justement pour qu'on puisse sortir la tête haute de cette crise et rebondir? Tu veux me poser des questions? On fait du ping-pong, très bien. Ben, je pense qu'on va y Non, aller j'ai pas de problème, très bien. step by step. Écoute, en fait, franchement, là, on a fait un rapport, le CSE a fait un rapport sur l'impact du Covid. C'est une saisine qui nous est venue du Parlement, de la deuxième chambre. Je pense qu'on a vraiment bien parlé de ce sujet-là. Donc, c'est pour les gens qui sont plus intéressés, c'est pour ça que je dis, allez sur notre site web, vous aurez plus d'informations. Mais bon, moi, je vais parler de certains points qui me semblent importants. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert, première des choses, chers amis, moi j'ai été absolument estomaqué, alors j'exagère un peu. Je ne m'attendais pas à cette ampleur. 5,5 millions de foyers qui demandent de l'aide. C'est-à-dire, si vous multipliez par 3 ou là par 4, c'est-à-dire que vous avez 20 millions de Marocains qui sont dans l'informel. Là déjà, premier point. C'est le point qui m'a le plus, je dirais, interpellé. Alors on sait, l'informel, on parle de 30% du PIB, etc. Voilà, c'est 20 millions de Marocains. Deuxième des choses qui est remontée très vite, c'est les capacités limitées de l'État. Ils ont fait un effort. Ils ont donné à ces gens-là 1000 dirhams, 1200 dirhams, dépendamment de machin, etc. Mais c'est un effort qui a été financé en grande partie par le fonds Covid, par de la souscription. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État a des capacités limitées. Alors, ça, on le savait. D'accord? Mais bon, ça a été confirmé que l'État a des capacités limitées, marge budgétaire limitée, pour diverses raisons. Hein. D'abord parce que on a des dépenses publiques qui peut-être ne sont pas bien... je dirais optimisé. C'est pour ça que dans le rapport, on propose, et c'est la première fois, une revue, je dirais, périodique, régulière des dépenses publiques. On lance des politiques publiques, on lance des dépenses, et puis on dit qu'il faut que, d'une manière régulière, on revoie ce qui est dépensé, l'impact de ce qui est dépensé, arrêter, réorienter, etc. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'État a une marge budgétaire limitée. Et puis la deuxième raison, les gens qui sont dans l'entreprise, revenus moins de dépenses, des revenus. Les revenus, c'est quoi? C'est la fiscalité, on le sait depuis très longtemps. Il faut élargir cette base fiscale, d'accord? En faisant rentrer d'autres catégories, en combattant la fraude fiscale, etc. Et donc, on attend tous, avec impatience, la loi cadre sur la fiscalité. Donc ça, c'est la deuxième nouvelle, budget. Et on regarde, et ça ne va pas dans le futur, s'il n'y a pas quelque chose de fondamental qui est fait. Quand vous atteignez 90% de dette publique, ça commence à être beaucoup. Bon, on me dirait le Japon, il a 170%, mais non, on n'est pas le Japon. Donc, ça, c'est la deuxième truc. Troisième, je dirais, fragilité qui est là, et c'est-à-dire que c'est les services publics. Donc, nous avons un système de santé qui a bien réagi, si vous voulez, moi je pense globalement, à
cette crise, si vous voulez, par rapport aux malades, Covid, etc. Mais le pendant, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient plus accès à des soins normaux. D'accord ? Et donc, ça nécessite donc une vraie, je dirais, transformation du secteur de la santé. Quatrième, alors toujours les services publics, si je prends l'éducation. Sur l'éducation, il y a eu une réactivité intéressante. On a mis en ligne des cours, on a mis de la télé éducative, etc. Et franchement, on a fait ce qu'on a pu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable stratégie numérique, d'accord, dans notre système d'enseignement, construite, de fond. Donc ça aussi, je dirais, c'est une leçon. Et quand je parle de leçon, il y a toujours des enseignements à tirer, et donc des mesures à prendre. Donc voilà un peu, je pense, ce qu'il faut. Et puis, non, peut-être il y a aussi autre chose. On est, de par aussi notre dépendance de certains secteurs industriels, là-bas, je vais parler de certains secteurs industriels, je n'ai pas encore parlé d'industrie, de certains secteurs industriels aux IDE, donc aux grands donneurs d'ordre. Et bien, si vous avez ces donneurs d'ordre pour qui la machine est grippée, vous en subissez la conséquence. Je pense à l'aéronautique, je pense à l'automobile. Donc voilà un peu, si vous voulez, il y a d'autres, mais je voulais insister sur ces enseignements-là. Mais pour vous, alors justement, on a parlé du nouveau modèle de développement. Quelles sont, de façon concrète, disons pour les 2 ou 3 années à venir, les priorités des priorités? Parce qu'effectivement, on a tous lu ce rapport. Je crois que le diagnostic est bien posé. Moi, personnellement, j'ai trouvé que tout ce que vous avez dit, je l'ai retrouvé. Le rapport est audacieux. Et comme dirait quelqu'un, les choses vont sans les dire, mais tellement mieux en les disant. Au moins, le diagnostic est là, bien posé. Maintenant, il y a des axes et des orientations. Donc, moi, je voulais savoir, vous, de par votre expérience, de par votre position aujourd'hui à la tête du Conseil économique, social et environnemental, quelles seraient les priorités? Parce que là, on a une vision sur de maintenant jusqu'à 2035, mais le temps presse, il y a des élections qui viennent, il y a des partis politiques qui vont être à l'œuvre. Vous, en tant que Ahmed Chami, quelles seraient vos priorités de par l'expérience que vous avez? Non, je n'ai pas de problème là-dessus. Chauffe. En fait, Bada, alors, il y a des priorités. Mais franchement, je vais essayer de vous décrire ce qui peut être fait. D'accord? Est-ce que ça s'est fait un peu de temps avant ça? Si vous voulez, c'est pas. Mais je pense que c'est important de comprendre. Première des choses, si on ne règle pas le problème de gouvernance, on ne fera rien dans ce pays. Et là, qu'on soit clair là-dessus, on va avancer. Mais on va avancer à la vitesse d'un escargot. D'accord? Donc, il faut qu'on règle le problème de gouvernance. Quand on était au CESE, on a défini 9 choix. Le 9e choix était le problème de gouvernance. Et on a dit, si le problème de gouvernance n'est pas réglé, les 8 choix ne servent à rien. Donc, il faut bien qu'on se comprenne. Il faut que les acteurs soient conscients de quoi on parle. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses. Il y a tellement d'opportunités à saisir. Alors, franchement, je ne suis pas en train de vous vendre de l'optimisme. Je suis juste en train de vous dire, le Maroc, on est un pays à revenus intermédiaires, d'autres qui vont dire on est un pays pauvre, d'autres, quel que soit ce qu'on utilise. On est très, très, très loin, et j'utilise 3 fois le très, d'accord, des capacités, du potentiel de ce pays. Je vous invite à aller voir la cartographie, c'est ce qu'on appelait les gisements de prospérité, d'accord, qui est dans le rapport. Vous allez trouver ce qu'on appelait le capital naturel, le capital immatériel, des secteurs liés à la position géostratégique et le marché intérieur. Capital naturel. Aujourd'hui, donc capital naturel, vous allez retrouver le phosphate, les mines de tout genre. Est-ce que vous pensez que le potentiel minier du Maroc est exploité comme il faut? Je dirais peut-être faux. La réponse est non. On parle de l'économie bleue. Est-ce que vous imaginez ce qu'on a comme ici au Maroc? 3500 km de côte avec
ce qu'on appelle la zone économique, où là, il y a plusieurs zones exclusives, la Z2E, etc. On peut tellement faire. Anassi Jto il m'a fait marrer un jour en me disant il avait reçu le Premier ministre du Vietnam, et quand il avait vu notre potentiel, il a dit mais on laboure l'océan. Donc on peut labourer l'océan. Quand vous regardez le potentiel aujourd'hui, quand on voit l'économie blé, ce qu'on fait au Maroc, c'est la pêche, 2-3% du PIB. Quand on regarde l'aquaculture, par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui, et par rapport à le plan, ce qu'a prévu le plan, je crois qu'on est à 1/100 du machin. J'ai peur de vous dire des chiffres, mais franchement, je ne suis pas loin. Chantier naval, plaisance, tourisme, etc. Donc il y a vraiment des opportunités extraordinaires. Le secteur de l'énergie. Vous croyez qu'on a la capacité énergétique d'un Venezuela ou d'un Nigeria? Parce qu'on a été blessed, d'accord? Je dirais, on a eu cette grâce de Dieu. Nous avons les meilleurs, où là nous avons du vent, nous avons du soleil, il y a du vent qui souffle d'est en ouest, d'autres d'ouest en est, en fonction de là où vous vous trouvez. Parmi les meilleurs rayonnements au monde, si vous voulez, au niveau. Et donc, on peut créer de l'énergie pas chère. Le dernier appel d'offres en Arabie Saoudite, 12 centimes le kilowattheure en PV. 12 centimes le kilowattheure. Mais pour ce faire, comment vous allez faire ça? Ce n'est pas avec les besoins, c'est pas avec les ressources de l'État. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent. Donc, il faut il faut que les investisseurs viennent. Pour que les investisseurs viennent, il faut qu'il y ait des réformes. Donc, il faut une vraie réforme du secteur énergétique. Alors, la réforme, qui est-ce qui l'a fait? C'est les politiques qui la font. Donc, réforme du secteur énergétique. Si je vais dans le capital immatériel, c'est bien ce qu'on fait dans l'offshoring. Je vois mon ami ici qui fait du call center, etc. Mais il y a tellement d'autres choses à faire. Toujours dans l'offshoring. Le numérique. Aujourd'hui, vous pouvez être employé de Google ici, ou là, employé de vous-même ici, ou là, ce que vous voulez. Énormément de choses à faire. Quand on parle du positionnement, l'industrie artistique. C'est pour ça que je vous donne ces exemples, pour vous faire prendre conscience de quoi on parle. L'industrie artistique. Vous savez combien le cinéma emploie de gens au Nigeria? 1 million de personnes. On a un superbe, je dirais, environnement à Ouelzazat. De temps en temps, il y a un film, on entend que Brad Pitt est venu tourner un des films là-bas, etc. Mais il n'y a pas d'écosystème. On peut faire beaucoup mieux. Juste avec ce qu'on a, on peut faire beaucoup mieux. Dans le positionnement géostratégique. Et ça revient. Alors, j'en profite et ça me permet de couvrir quelques secteurs. Donc, quand j'ai parlé de le numérique, est absolument là-dedans. Quand vous regardez le positionnement géostratégique, il y a tout ce qui est transport durable, qui est lié à ce que je viens de dire sur l'électricité à bas coût. Parce que quand vous avez de l'électricité à bas coût, vous pouvez faire de la voiture électrique, vous pouvez faire du dessalement d'eau de mer, vous pouvez faire de l'hydrogène. D'accord? Et donc, après, il faut trouver des partenaires avec qui faire de l'hydrogène. Mais bon, mais il est là. En positionnement géostratégique, il y a aussi tout ce qui est le médical. Donc là, on arrive à quelque chose qui est lié à la crise, etc. Le repositionnement des chaînes de valeur. Et puis sur le marché intérieur, mais demandez, et en fait, vous n'avez pas besoin de demander, vous le savez, même si vous ne le demandez pas, les gens viennent vous parler. Quelles sont les problématiques pour développer de l'immobilier au Maroc? Même si je n'aime pas beaucoup l'immobilier, moi, personnellement, parce que je trouve qu'il ne crée pas beaucoup de valeur, je ne lui donnerai pas des incitations, mais je leur enlèverai toutes les barrières réglementaires pour que ce soit du vrai entrepreneuriat, sans incitation. Mais déjà, les problématiques réglementaires qu'ils ont, c'est de la folie. C'est parce qu'ils se disent on va gagner beaucoup d'argent qu'on va faire. Or, un pays qui se développe est un pays qui se construit aussi. Le commerce intérieur, d'accord? La logistique, 450 000 personnes qui sont au Maroc, mais on peut faire beaucoup plus. Parce qu'on a des problèmes de transport, parce que, etc., etc. Donc, pour vous dire que vraiment, il y a des choses importantes à faire. Donc, si je reviens, je dis, la gouvernance, il faut la régler. Je dis, les gisements de prospérité sont là. Je dis, qui sont les acteurs qui sont dans ces gisements de propriété de Hadak? Il y en a deux principaux. Une fois que j'ai réglé le problème de gouvernance de Hadak, il y a les acteurs économiques et l'administration. Et donc,
tout ce volet administration qu'il faut absolument, je dirais, adresser. D'accord ? Et quand je parle d'administration, vous savez, il y a des gens, il faut changer le mindset. Il faut que le chef de gouvernement réunisse tous les directeurs, alors, l'administration centrale, étrangère, dire, à partir de demain, je vous donne l'instruction, parce que c'est lui le chef de l'administration, je vous donne l'instruction que ce qui doit prévaloir, c'est la facilitation des services pour le citoyen et l'entreprise. Et nous allons mettre des SLA, donc des Service Level Agreement, des mesures de services rendus les établissements. Et je vais envoyer des citoyens mystères et des entreprises mystères, etc., etc. Et donc, il faut changer. Et bien sûr, le numérique est un levier. Si demain, vous dématérialisez, comme nous, on l'a demandé à CSE, ce qui est aussi 80% les machins, vous n'avez plus. D'accord ? Alors maintenant, les acteurs. Ben, les acteurs, comme je dis, répondent aux incitations. Donc, si on met, par exemple, quand on vient et tout de suite on dit, on va dématérialiser, on va faire ce qu'on appelle une loi guillotine, on va donner à l'administration, c'est sur elle que sera la responsabilité de définir les autorisations, les agréments, etc., licences qui sont obligatoires, sinon on les enlève. Si on leur dit à nos amis, ben écoutez, dès demain, on va avoir un défenseur de l'entreprise qui est auprès du Premier ministre. C'est une des recommandations. Ce défenseur de l'entreprise, quand vous avez un problème, ben, il faut qu'il soit substantiel, parce que sinon, et vous n'avez pas de réponse, vous remontez, c'est un ombudsman pour l'entreprise. Et ce monsieur avec son équipe, ou cette dame avec son équipe, ben, d'abord ils remontent, ils essaient de résoudre, mais en plus, ils font de l'intelligence, ils construisent une intelligence sur les systèmes, sur les problèmes structurants qu'on peut, d'une manière structurelle, changer avec le temps. Donc vous faites ça. Vous dites, dès demain, moi, pour le fonds Mohamed VI, je crée un instrument de diversification, d'accord, productive, d'accord, et je vais encourager tel secteur. Parce que c'est de la montée en gamme, parce qu'il y a le coût, si vous voulez, de découverte qui est important. D'accord ? J'en ai pas parlé tout à l'heure. Coût de découverte important, donc l'entrepreneur, il ne va pas vouloir prendre de risques. Si dans mes incitations, je pousse les grands groupes marocains à aller vers ces secteurs-là, parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre, c'est eux qui ont les moyens. Vous savez, à un moment, on a parlé de champions nationaux, mais il ne fallait pas créer des champions nationaux dans l'immobilier. Enfin bon, ça c'est mon avis. D'accord ? Il y a des champions nationaux à créer dans d'autres secteurs. Prenez la Turquie, le groupe Koç. 10% des exportations de la Turquie sont réalisées par le seul groupe Koç. Sur 5 constructeurs automobiles en Turquie, 3, c'est des JV entre des Turcs et les constructeurs nationaux. Vous avez un groupe qui s'appelle Yildiz, qui fait 10 milliards de dollars, ou là d'euros en chiffre d'affaires, qui est un groupe agro-industriel. Et donc, si les grands groupes, d'accord, vont se frotter à la concurrence internationale, font des JV pour amener de la technologie, on les incite, je suis pour inciter ce genre de comportement si jamais. Eh bien, enlevant les incitations sur d'autres et peut-être mettons des incitations. Eh bien, je pense que les acteurs vont y croire. D'accord ? Et donc, c'est là où je dis, il y a des choses qui sont à notre portée, qu'on peut aller chercher. Autre chose qui est extrêmement importante, on a parlé d'économie. Il ne faut pas oublier le côté social, parce que l'économie ne tient pas. Et donc, on a parlé dans l'éducation vraiment de choses extrêmement intéressantes, de comment on aide les élèves. Vous savez qu'aujourd'hui, je ne me souviens plus, mais le nombre d'orthophonistes, le public, il se compte peut-être en dizaines ou la vingtaine. Gars, je me dis, vous ne pouvez pas. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont juste abandonnés parce qu'ils ont des problèmes et donc il faut les aider. Et ça crée quoi? Ça crée de la cohésion sociale. Ça crée le fait que les gens ils disent, il y a un lien social, il y a un pacte social qui nous lie quelque part. Parce que c'est des gens plus aisés qui sont en train de payer pour que moi je puisse avoir un orthophoniste pour mon garçon ou là pour ma fille. Donc, au niveau de l'éducation, le mérite, comment on peut continuer aujourd'hui à promouvoir des gens sur l'ancienneté? Non. Donc, il faut revoir, je dirais, le statut de la fonction publique. Il faut avoir un statut de la fonction publique régionale.
pour éviter le genre de problème qu'on a vu aujourd'hui avec les enseignants et qui peut se faire sur d'autres secteurs, hein, pas qu'avec les enseignants. Autre sujet, et franchement, moi je suis content qu'on l'ait abordé au niveau de TADAC, c'est l'inclusion pour les jeunes. Parce que demain, c'est à la limite, il y a beaucoup de jeunes ici, il y a encore des plus jeunes dehors, et ces jeunes-là, il faut qu'ils prennent confiance, parce que demain, ils seront acteurs, ils seront consommateurs, d'accord? Donc, il faut les associer à la construction de les politiques publiques. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites déjà, vous mettez en place ce qui est prévu par la Constitution, le Conseil de la jeunesse. Déjà, c'est un signe fort que ce qu'on leur a dit, quelque part, on est en train de le faire. Et puis, ce que vous faites aussi, on dit comment ces jeunes-là peuvent être réintégrés. Vous savez, on a 4,2 ou 4,5 millions de NEET qui ne sont ni en éducation, ni en formation, ni en travail. Waouh! 4,2 millions. Donc, comment vous les intégrez? Il y a des choses à faire. Mettez comme un exemple. On a dit, et c'est pour ça qu'on a développé un nouveau concept. On n'a pas développé un nouveau concept. On a insisté sur une orientation économique extrêmement intéressante. L'économie sociale. Jusqu'ici, l'économie sociale était vue comme une économie de subsistance. Donc, il y avait des petites ONG, de la société civile. Ça tombe un peu d'argent, des simintakshi, parfois on fait un truc d'AGR, Zagura pour faire je ne sais quoi, de l'India, etc. Et on a dit non. L'économie sociale peut être, et solidaire, peut être un vrai levier de développement territorial et d'emploi. Un chiffre. Et qu'est-ce qu'on dit là-dedans? On dit par exemple, on peut avoir de la délégation de services publics à ces ONG. En France, quel est le pourcentage total de l'emploi employé par les associations? 10%. Combien il est au Maroc? 0,8%. Et donc, si jamais je commence à réfléchir à ce partenariat État, central ou territorial, avec des associations, en disant, moi, j'ai des problèmes de culture. J'adore ce problème-là. On a construit énormément d'infrastructures. Allez voir Souera, super. Partout. Et il n'y a pas de software, il n'y a pas d'animation. D'accord? On a fait du hardware jusqu'à maintenant. Et je dis souvent, il faut passer au software. Ça, c'est ma déformation Microsoft. D'accord? Donc, c'est là où on va trouver l'innovation, on va trouver, je dirais, l'humain, on va trouver tout ce qu'on veut, si vous voulez, l'épanouissement, etc. Et donc, ces espaces-là, déléguons-les à des associations de la société civile avec un contrat de performance. Et on refait le point. Et donc, vous ouvrez ces espaces, je dirais, aux gens. Vous pouvez faire de l'assistance sociale avec ça. Vous pouvez faire, ils le font maintenant sur le préscolaire, c'est bien, d'accord? Vous pouvez faire de l'environnement avec ça, de l'économie circulaire. C'est vrai qu'il y a tellement d'opportunités et facile. Ça ne demande pas beaucoup de choses. C'est facile. Donc il n'y a pas de moyens, les moyens sont là. Bon, bien sûr, vous allez payer ces gens-là pour faire un service, voilà, c'est rien comparé à ce qu'on dépense sur des tas d'autres sujets. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, j'ai essayé de donner plusieurs choses. Donc, il y a low-hanging fruits qui sont là, des choses qu'on peut faire immédiatement, des orientations qu'on peut faire immédiatement, et puis il y a des choses qui vont prendre un peu plus de temps. On n'est pas naïf, je ne suis pas naïf, mais il faut déclencher la dynamique. Une dernière question peut-être avant d'ouvrir le débat avec la salle, parce que je crois qu'il nous reste encore 35 minutes. De ce que j'ai écouté, parce que j'ai lu le rapport, j'ai reçu les questions, et puis je suis en train de prendre un peu la température par rapport aux décideurs que nous sommes. Nous ne faisons pas de politique au sens professionnel du terme, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'engagement politique. Première question qui revient, c'est se dire, le rapport est là. Qu'est-ce qui nous fait dire que cette fois-ci, ce qui est proposé va se mettre en œuvre? Autrement dit, entre le diagnostic qui est bien posé, les orientations, le problème qui se pose, c'est le comment. Or, le comment est lié intimement à la prise en charge des recommandations par un pouvoir politique. Et c'est là où le dilemme va se poser. Vous avez joué un rôle en tant
qu'expert, que think tank, bien sûr, en suivant une demande formulée par Sa Majesté le Roi. Mais ce rapport va être entre les mains de ceux qui vont nous gouverner. Et donc, vous avez bien prévu un pacte, mais non engageant, qui s'appelle le Pacte pour le développement, et en même temps, une autorité de pilotage. Alors nous, en tant que chef d'entreprise, on se dit, mais comment tout ceci va fonctionner? Et c'est là où le problème est posé. C'est-à-dire, effectivement, il y a le jeu démocratique, c'est les partis qui ont... Et ils sont là. Et il y a le rapport. Et d'ailleurs, quand j'ai vu qu'au niveau du Parlement, si Chakib El Moussa, une fois qu'il a exposé le rapport, il n'y a pas eu un grand débat, et puis je vois les sorties, on se pose ces questions. Donc, je sais que c'est porté par Sa Majesté, mais malgré tout, il y a le jeu démocratique. Comment vous voyez cette interaction entre votre travail et sa mise en œuvre concrète? Parce que c'est ça qu'on doit donner comme ouverture et comme espoir aux jeunes, aux dirigeants, par rapport à ce travail. Non, c'est une très bonne question. Comme toutes les autres d'ailleurs, hein, comme ça tu es pas. D'abord, je voudrais juste corriger une chose. On a planché pas en tant qu'expert ou think tank. Nous n'étions pas un think tank. C'est un process qui a démarré il y a plus de 4 ans, c'est important de le préciser, 2017, où on a demandé aux forces vives de la nation de faire des propositions qui nous ont été remises par le cabinet royal. D'accord ? Et donc, on a puisé ce qu'il y avait à puiser là-dedans, on a écouté les gens, on a écouté la CGM, on a écouté le monde des affaires, on a écouté les politiques, etc. On avait aussi nos propres convictions, mais à la fin, c'est pas franchement, c'est très différent. Je réinsiste là-dessus, parce que ça, c'est un élément de confiance. D'accord ? Ça, c'est... Alors, maintenant, qu'est-ce qui fait que ça va être différent cette fois ? Moi, je pense qu'il y a différents éléments qui peuvent faire en sorte que ça soit différent, sans être sûr que ça sera différent. D'accord ? Mais je pense qu'il y a des éléments qui sont là, qui sont très importants pour aborder ce projet-là avec confiance. Parce que si on ne l'aborde pas avec confiance, on s'est tiré une balle dans le pied avant même de commencer. Ben là, il faut qu'on soit d'accord. Laissez-moi lancer cet appel à mes amis présents ici, et même ceux que je ne connais pas, mais qui représentent je dirais, cette force vive du pays, qui sont les entrepreneurs, les entreprises, etc. Mesdames et messieurs, si vous n'y croyez pas, si vous avez du doute, eh ben on ne réussira pas. Et donc je pense qu'aujourd'hui, franchement, c'est notre devoir à tous de nous mettre, de retrousser nos manches, de nous mettre au travail et de faire en sorte que ça réussisse. Parce que l'enjeu est énorme. Les gens qu'on a vus dans les territoires veulent du changement maintenant. Les gens qu'on a vus dans les territoires se sentent exclus. Les gens qu'on a vus dans les territoires ne se sentent plus liés par un contrat social, par un lien social avec le reste du pays, donc avec vous et avec moi. D'accord ? Et donc, on a besoin que ça réussisse. Maintenant, qu'est-ce qui est différent ? Première des choses, je pense qu'il y a une prise de conscience à tous les niveaux, et d'ailleurs au plus haut niveau de l'État, parce que c'est lui qui a appelé à un changement en disant « l'ancien modèle a atteint ses limites ». Donc je pense que si vous avez déjà cette prise de conscience à tous les niveaux, et que le chef de l'État dit « nous avons besoin de changer, faites un nouveau modèle », déjà vous mettez en place, que vous avez un bon capital je dirais, de départ. Donc ça c'est important. Deuxième des choses, il faut engager les gens, parce qu'effectivement, et les engager, on a pensé à une loi cadre, par exemple, au départ. Mais une loi cadre avec autant de sujets qui rentrent au Parlement, que vous êtes assuré que ça va prendre des mois et des mois. Et donc on a dit un pacte national pour le développement qui est un engagement moral, politique, éthique, d'accord, peut faire l'affaire. Et donc nous sommes, mais ce n'est pas encore gagné, je ne te fais un mot. Et ça ne dépend pas de nous. Là, c'est pas nous qui imposons un pacte ou là qui faisons un pacte.
Nous sommes juste un facilitateur avec d'abord les partis politiques, puisque vous nous avez vus la semaine dernière et la semaine d'avant faire le tour des partis politiques pour leur proposer l'idée, leur expliquer comment nous on a conçu, qu'est-ce qu'on a pensé être dans le pacte, mais c'est eux qui doivent se mettre d'accord sur ce pacte et bien sûr se mettre d'accord sur ce pacte qui devrait avoir les éléments du rapport. S'ils veulent enrichir, libre à eux, mais déjà la base c'est ça. Et donc, et ensuite on va passer, parce qu'ils ne sont pas les seules parties prenantes, il faut que la communauté des affaires représentée par la CGM par exemple, soit d'accord, il faut que les syndicats soient d'accord, et donc l'idée c'est que ce pacte est un outil extrêmement important. Troisième outil qui me semble important, c'est l'unité de suivi. De pilotage. Ouais, tu peux l'appeler de pilotage. En fait, alors il faut faire très attention à ces mots. Parce que quand tu vas dire « je vais piloter l'action gouvernementale », vous êtes des hadak, est-ce qu'on va revenir à la monarchie exécutive de je ne sais quoi? Est-ce que c'est donner plus de pouvoir? Alors que ce n'est pas ça l'idée. Il faut que ce soit constitutionnel aussi. Attention. C'est pour ça qu'on a parlé de mécanisme. On n'a pas décrit ce que c'est que ce mécanisme. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, chauffe, si déjà, le mécanisme, il pouvait faire deux choses. Il pouvait demain faire un suivi de l'implémentation du pacte. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire, mon cher Jamel, que moi qui suis directeur d'une administration où que je sois, je sais qu'à un moment ou à un autre, X fois par an, des indicateurs vont remonter, ils vont être sur la table du souverain, d'accord? Et il risque de voir des choses rouges qui me concernent moi. Donc, ça va faire de l'autorégulation, je dirais, comme j'ai parlé avec le site tout à l'heure. Donc ça, c'est un point important. C'est une garantie, ce n'est pas une garantie totale, mais ça fait partie des mesures qui peuvent aider à mettre en place et à implémenter le pacte. Deuxième des choses, l'histoire d'impulsion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sa Majesté, qui est dans son rôle stratégique, puisqu'il a le temps long, etc., au lieu d'avoir un contact direct avec un ministre pour le machin, il peut l'avoir, mais il y a cette unité qui veille à la cohérence de l'impulsion avec ce qui se passe par ailleurs. Et donc, on devient dans une approche plus efficiente. D'accord? Donc, troisième élément. Et quatrième élément, à mon avis, mais ça, la commission ne l'a pas dit, donc j'enlève ma casquette commission, je mets ma casquette Chami, c'est de dire, pour donner confiance, il faut des signaux forts dès le début. Il faut des annonces. Il faut qu'on annonce que sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des politiques, sur le plan... Il y a quelques éléments forts qui disent, voilà, nous avons commencé l'implémentation. Donc j'espère que les amis ici présents... C'est clair. Très bien. Donc la salle a la parole. Donc on a encore devant nous exactement 25 minutes. Donc je commence par ici, si quelqu'un le dit, président. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire passer le micro ou je le fais. Allez-y, si quelqu'un le dit, parlez fort. Prenez celui de. Voilà, ça moi j'enlève de celui. Bonjour Monsieur Chami, bonjour chers camarades. Je voudrais tout d'abord féliciter sincèrement la Commission pour le travail qui a été fait et pour les sacrifices. Parce que j'ai une membre de l'IMRI, Dr Agzadi, qui fait partie de la Commission et qui m'a dit que pendant presque 1 an et demi, ça a demandé énormément de travail. Alors j'ai juste 2 remarques. D'abord, je suis un peu frustré en tant qu'IMRI que vous n'ayez pas abordé la politique étrangère. Je pense quand même qu'il est intéressant de faire une évaluation de la politique étrangère de notre pays. Nous sommes maintenant en difficulté avec trois pays, avec l'Algérie depuis longtemps, maintenant avec l'Espagne et avec l'Allemagne. Et donc,
je pense qu'il faut faire une évaluation de cette politique étrangère parce qu'elle est très importante et parce qu'il y a le problème du Sahara qui est pour nous essentiel. Donc, juste une question, pourquoi vous n'avez pas parlé de la politique étrangère? Deuxième, je vais aller un peu plus loin que mon ami Jamel. Nous sommes à 2 mois des élections. 2 mois. Et d'après la Constitution, les partis politiques doivent établir un programme. On élit les candidats selon leur programme. Or, le rapport a été approuvé par Sa Majesté. Est-ce que ça veut dire que si un parti ne prend pas intégralement votre commission, le rapport, est-ce qu'il va être hors politique? Donc je me pose cette question. Et pour encore aller plus loin, il y a certains partis qui peuvent avoir des programmes différents. Je pense au PJD, il faut parler aussi franchement. Si jamais le PJD reste comme premier parti, donc d'après la Constitution, Sa Majesté doit nommer encore quelqu'un du PJD. Et dans ce cas-là, est-ce que le comité de suivi peut rappeler à l'ordre le gouvernement qui sera constitué en lui disant « vous n'avez pas respecté vous n'avez pas respecté le rapport ». Donc je me pose en tant que simple citoyen ces 2 questions et je vous remercie. Question ou... Oui, on va faire un peu le tour, oui. Donc si quelqu'un dit, après si Samir, on va prendre comme ça 3 ou 4 questions complémentaires et si Samir répondra. Samir, non? Oui, merci Jamel. Sidi Ahmed, bonjour et merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Et il serait prétentieux de ma part de critiquer ou de dire quoi que ce soit de cette quand même commission qui a travaillé pendant 1 an et qui a sorti quand même un travail de très haut niveau. Je rebondirai seulement sur ce que tu as dit à la fin, cette annonce qu'il faut faire. Et je dirais peut-être que cette annonce, ça veut dire aussi cette disruption. Et je me demande, pour rejoindre aussi ce qui a été dit par Jamel, qu'au Maroc, des disruptions importantes, est-ce qu'il pourrait être l'œuvre de quelqu'un autre que Sa Majesté? Parce qu'actuellement, on a besoin d'une grande disruption. Je ne prends que le cas de l'éducation. L'éducation, on en parle comme si c'était quelque chose, quelqu'un qui va à l'école, qui prend des cours et qui se forme. Non. L'éducation, c'est éduquer le peuple, éduquer le citoyen. C'est ça la productivité, c'est Ahmed. L'éducation, c'est la productivité. Tout à l'heure, on dit comment augmenter la productivité. Et on est dans un processus exponentiel. Comment accélérer les choses? Si aujourd'hui, il n'y a pas une annonce sur l'éducation qui dise qu'on va changer le système éducatif, rien ne se passera. Je m'excuse, j'ai pris un peu de prétention tout d'un coup, mais pour avoir travaillé un peu réfléchi un peu sur ce processus intégré, hein, et que je nommerai finalement, it's integrated thinking. C'est pas seulement ça ou ça ou ça, vous l'avez bien dit, il y a énormément de choses à faire. Mais il faut prendre les choses par le bon bout. Et je pense que le tronc commun, c'est l'éducation. On est tiraillé entre le court terme et le long terme. Et d'ailleurs, je me poserai une question pour votre commission. Comment elle a géré cet agenda, cet horizon, hein? Est-ce que vraiment vous n'avez pas envie de dire, au lieu de 35, 45 ou 55 ou 63, comme dit l'Afrique, les Africains ont été beaucoup plus réalistes. Ils ont un agenda 63 qui est en train de suivre son bon chemin. Je m'arrête là parce que vraiment, on peut vous retenir des heures et des heures. Et c'est pas parce qu'on veut critiquer, non, parce qu'on veut savoir plus et on veut vraiment voir où sont ces disruptions. Et vraiment, ça me tient à cœur, la question de l'éducation. Bon, la santé, bien sûr, mais l'éducation, l'éducation et l'éducation. Merci.
Bonjour, merci Si Ahmed pour tout le travail de la commission, effectivement. Gratitude en tant que citoyenne, bien entendu. Deux questions, je vais être très brève, et qui rejoignent un peu les questions de Sekardoudi et aussi de Si Samir. La première, sur le moyen terme, la place de la Chine. Est-ce que la Chine, avec la reconfiguration, en tant peut-être que prochaine première puissance mondiale, n'aurait pas mérité peut-être un rôle plus important? La deuxième, pour l'éducation, mais sur un autre angle. Aujourd'hui, le citoyen marocain, il se fabrique par l'enseignant. Et l'enseignant du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur est aujourd'hui en captation idéologique et d'encadrement par un seul parti. Et le sujet, c'est peut-être encadrer cette masse d'enseignants aussi. Comment faire en sorte que d'autres doctrines puissent encadrer massivement ce cycle de l'enseignant. Et là, il y a un vide qui a été laissé par la gauche il y a longtemps. Aujourd'hui, il y a un seul acteur. Et je pense pour moi, le sujet est très, très, très important pour l'ensemble. Enfin, il est transversal. Voilà, merci. Je vous propose peut-être de répondre déjà à ces trois questions. Enfin, trois intervenants. Merci beaucoup. Alors, franchement, on n'a pas senti, on n'avait pas cette... dès le départ, ce n'était pas un sujet que nous avions mis dans notre périmètre de réflexion, etc. Pour diverses raisons. La première, c'est un secteur, c'est un domaine qui est vraiment réservé, hein, d'accord? Je pense que c'est vraiment l'un des domaines où il y a très peu d'intervention d'une partie externe, d'accord, à part Sa Majesté, puis son ministre des Affaires étrangères. Alors, moi j'estime que ça peut, on peut enrichir le process si on a des discussions. Bien sûr, on ne peut pas avoir des discussions sur la place publique, mais on peut avoir des discussions avec des think tanks, avec des personnalités, etc. Et je pense que ces discussions-là pourrait franchement enrichir la réflexion au niveau de la politique étrangère. Voilà, c'est ce que je dis à ça. Donc, et franchement, ça aurait été difficile pour nous, même si on avait vu ça comme un des sujets difficiles pour nous. D'abord, personne n'avait une vraie connaissance. Bon, il y a Chakib qui est ambassadeur, moi aussi je l'étais, mais bon, c'est différent. Sejto était Premier ministre, etc. Mais vraiment difficile. Après, vous allez parler à qui? Donc, c'est une porte qu'on n'a pas ouverte, vraiment. On parle des partenariats dans le rapport. On parle de l'Union européenne, on parle de la Chine, on parle de l'Afrique. Pas assez suffisamment d'Afrique, c'est ce que nous a reproché Diop la dernière fois qu'on a fait avec Média 24, et il avait raison d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est un peu la première question. Alors... 2 mois des élections, le programme, le machin, etc. Ce qu'il faut comprendre, quand vous êtes engagé dans un processus démocratique, et nous le sommes, vous ne pouvez pas imposer aux acteurs un programme. C'est juste inacceptable, c'est-à-dire ni par nous, ni par eux. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est de dire, on peut se mettre d'accord sur une vision commune, sur une ambition commune, avec des axes de développement sur lesquels on est d'accord, en restant à un niveau de granularité qui permet aux uns et aux autres de déployer leur idéologie pour traduire ça en action et en programme et en action. C'est ça l'idée fondamentale. Et d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, ça nous a été reproché. Alors c'est vrai qu'on peut nous reprocher de l'audace là-dessus, bien que je vais répondre à ça, mais par exemple sur les libertés individuelles, sur l'héritage, sur la grossesse, sur l'interruption volontaire de grossesse, etc. Mais si vous voulez avoir un nouveau modèle de développement qui réunit plutôt que qui divise, il faut aborder les sujets qui fâchent d'une autre façon que d'aborder les sujets sur lesquels on peut avoir consensus. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faut engager un débat. Pour l'héritage, on a dit qu'il faut
le frère qui hérite quand il n'y a pas de garçon, etc. On a dit non, il faut peut-être demander la preuve comme quoi il y a bien eu prise en charge, etc. Donc il y a des sujets, d'accord, qu'on a abordés frontalement. Il y a d'autres sujets qu'on a ouverts, je dirais, le sujet à discussion. Ces sujets-là, pour revenir à, puisque vous l'avez cité, tu as cité PJD, ces sujets-là ne font pas partie d'un programme de toute façon, d'accord. Tu ne vas pas avoir un parti demain qui va dire, moi, je suis pour l'interruption volontaire de grossesse, comme avait fait Simone Veil à l'époque, et nous allons légiférer contre ou pour. Ça ne sera pas dans les programmes. D'accord. Ces programmes sociétaux vont prendre du temps. On avance. Le code de la famille est une bonne. La femme maintenant peut donner sa nationalité à son enfant, enfin, etc., etc. Mais c'est des choses qui vont se faire dans le temps. Donc, le PJD peut avoir un programme différent. L'UCFP peut avoir un Istiqlal, tous, le MP, le RNI, machin, etc. À la fin, ils vont avoir des coalitions qui vont gouverner. Là, on veut aller assez vite sur le pacte pour permettre justement au programme de se déployer en ayant cette construction commune, les grandes orientations, à eux ensuite de traduire ça avec un programme et une action. Et demain, en fait, d'abord, ce n'est pas seulement ce mécanisme qui va interpeller le gouvernement. Sa Majesté continuera à les interpeller comme il les interpelle sur des décisions stratégiques. Mais disons que ce mécanisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourra aider à la cohésion d'ensemble, je dirais au suivi de l'implémentation. Donc je crois que j'ai répondu à tes questions, mon cher. Zissamir. Alors, est-ce que des disruptions, ça peut venir d'autre que Sa Majesté? C'est un pays où on n'aime pas les disruptions, malheureusement. J'appelle toujours ça le chemin naturel de l'eau. C'est-à-dire tu es dans un endroit, tu as envie de faire arriver l'eau en bas, tu vas mettre de l'eau et l'eau va trouver son chemin de moins de résistance jusqu'à arriver en bas. Il va arriver devant un rocher, on va laisser le temps qu'il contourne le rocher, au lieu d'exploser le rocher et d'arriver plus vite en bas. C'est un peu ça, notre façon, je dirais, d'introduire des réformes, de suivre des réformes, etc., ce qui nous retarde, à mon avis. Encore une fois, je ne parle pas en tant que membre de la commission spéciale, d'accord. Je parle ça nous retarde. Il faut qu'à un moment, on se libère, d'accord, et que, il y aura des gens qui ne seront pas contents, mais ce n'est pas grave. Si la majorité est contente, s'il y a une véritable, je dirais, s'il y a un véritable intérêt, il faut avoir ce courage de le faire. Maintenant, est-ce que seule Sa Majesté peut amener des disruptions? Moi, non, je pense que, franchement, tu m'as donné l'opportunité pour enlever le mythe, d'accord? Que les gouvernements ne font rien, que c'est Sa Majesté, il y a un gouvernement de l'ombre, machin, etc. Moi, de mon temps, quand j'étais au ministère, je ne peux juger que de cela, c'est qu'on ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. J'avais toute l'attitude de faire et d'engager l'État sur des choses, etc. Alors, bien sûr, parfois, tu vas demander, si tu veux, un accord ou de l'aide sur un projet particulier, parce que c'est tellement complexe de faire des projets, d'accord? Mais franchement, personne ne va prendre son téléphone et te dire pourquoi vous avez fait ça, ou là, pourquoi vous ne faites pas ça. On a toute l'attitude pour faire. Toute l'attitude pour faire. Qu'on soit d'accord. Pour la petite histoire, puisque Allah yarhamou, ça me permet de dire Allah yarhamou, Simzienne m'avait interpellé une seule fois, en me demandant, quand j'avais fait les plateformes industrielles intégrées, il m'a dit, Chouf, s'il te plaît, comme pratiquement en ces termes-là, est-ce que vous ne commencerez pas par Kenitra, parce qu'il y a un bassin de l'emploi important là-bas, et qui est aujourd'hui qui a un problème d'emploi et donc de sécurité. Et il avait raison. Heureusement qu'on a commencé par Kenitra. C'est là où s'est déployé Peugeot, c'est là où se sont déployés tous les autres. Donc voilà. Donc je pense que cette histoire d'espion, on peut faire. L'éducation, mon cher ami,
j'ai dit il y a quelques mois, d'ailleurs, ça m'a été reproché, je dis si on devait faire qu'une seule chose dans ce pays, si un gouvernement venait, il dit voilà, 100, ces 100, tu les mets où? Tu n'as pas de choix. J'ai dit l'éducation. Et j'ai rajouté en disant bah, là, que la santé c'est important, mais à la limite on peut se guérir avec les plantes, comme nos ancêtres. Il y a des médecins qui sont sortis en disant qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Ils n'ont pas compris que c'était de la provocation en disant il y a une seule chose à faire dans ce pays, c'est l'éducation. Et malheureusement, on n'a pas encore pris le bon chemin. Et vraiment, toi qui es un spécialiste d'éducation, je t'invite à lire ce qu'on a fait sur l'éducation. Je voudrais bien en parler avec toi quand tu auras un moment. Parce qu'on aborde le sujet dans sa globalité. L'enfant, l'instituteur, etc. Et donc, je pense que c'est important. Alors, oui, alors ensuite, 2035, 2063, effectivement. La date de 2063 m'a toujours interpellé, mais je sais pourquoi. D'accord? En fait, tu sais, il faut que tu sois dans un horizon de temps qui soit quand même, qui ait de la crédibilité, c'est-à-dire parce que il y a des réformes qui vont demander du temps à se déployer, mais en même temps qui ne soit pas trop long, parce que sinon les gens ils vont se dire ouais, moi je ne suis pas concerné, Tibrid, ils ont reporté. Et donc cette histoire de 15 ans nous a semblé un bon horizon de temps. Mais on a vraiment eu une discussion longtemps sur ce truc-là. Et après, c'est 15 ans qui a prévalu. Alors, et ça fait 3 législatives, 3 mandatures. Tu vois, c'est aussi lié à un temps politique, donc on s'est dit 3 mandatures, c'est bien. Alors, sur la place de la Chine, oui, c'est évident. Alors maintenant, nous avons une politique étrangère qui est franchement assez équilibrée avec les différents partenaires que nous avons. De temps en temps, il y a des coups de chaleur, etc. Mais si on regarde bien, on était principalement focusé sur l'Europe. On a ouvert notre partenariat avec les États-Unis à un moment. On l'a ouvert avec la Chine, l'Afrique, Israël maintenant, etc. Et donc, vraiment, on est vu d'ailleurs comme un pays modéré qui ne cherche pas à créer des problématiques, qui au contraire intervient quand il y a des conflits. On essaye d'apporter notre pierre angulaire. Et donc, oui, la Chine est un grand pays. Il faut continuer à faire, je dirais, il faut continuer à développer ce qu'on peut développer avec la Chine. Il y a quelques petits problèmes ça me pose un problème. Par exemple, quand je regarde les importations chinoises et les exportations marocaines, ça me pose un problème de balance commerciale. D'accord? Donc, alors peut-être parce que c'est dû au tissu qui ne produit pas assez de produits qui peuvent être mythos. Mais bon, moi j'estime, j'avais pas cédé à un moment quand j'étais ministre de l'Industrie, j'avais reçu tous les distributeurs chinois de voitures et coréens et autres qui venaient me dire en disant voilà, nous avons des droits de douane trop importants, c'est pas normal. Je vais vous dire juste une chose, tant que je resterai ici, il n'y aura aucune baisse. Vous n'avez qu'à demander à vos entreprises de venir, vos maisons mères, de venir faire de l'industrie ici, ou là, au moins même s'ils ne font pas une usine, parce qu'on ne peut pas faire une usine sur tout. Il y a des économies d'échelle, il y a des marchés, il y a des machins, mais il peut y avoir de l'approvisionnement local. Et donc, par exemple, Ford, que j'étais allé voir à l'époque, je voulais qu'ils viennent faire une usine ici. Le gars qui était le patron de Ford, qui était l'ancien patron de Boeing, m'avait expliqué très gentiment qu'ils avaient de l'overcapacity, de la capacité en plus dans un des pays européens, je ne me souviens plus, mais ils s'étaient engagés à acheter beaucoup plus de produits locaux chez notre tissu. Et en fait, c'est ça après qui développe, je dirais, un secteur. Alors, l'éducation, l'enseignement capté par un seul un an. Franchement, je n'ai pas les chiffres, pour être honnête, pour savoir est-ce qu'il y a un seul parti, pas plusieurs partis. Moi, je sais que l'enseignement supérieur, il y a 2 partis qui continuent encore à se faire, qui sont très présents. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais je sais qu'il y a l'UCFP et le PJD. Sur l'enseignement primaire, secondaire, honnêtement, je n'ai pas cette information-là. Maintenant, je voudrais juste peut-être commenter en disant, vous savez,
quand à un moment, on veut, on se dit, nous avons une force qui nous dérange et que on fait tout pour to displace it, pour la sortir, eh bien vous avez peut-être d'autres forces qui rentrent, qui sont encore beaucoup plus virulentes et donc on l'a vu avec l'UNEM, Metzelen, à l'époque, l'université, peut-être avec d'autres. D'ailleurs, ce qui me fait penser, en parlant d'audace, nous avons dit dans notre rapport, c'est-à-dire il faut préserver, ou là, je ne sais pas, c'est-à-dire empêcher, alors si j'utilise une périphrase, empêcher toute influence sur les partis. C'est dit, hein, par rapport à l'audace. Je suis obligé de mettre fin à ce débat parce que nous ne sommes pas contre nous. Il y a des gens qui nous suivent en ligne, il y a des gens qui ont des engagements, vous l'avez dit. Et c'est pour ça que ces matins HEC s'appellent les matins, pour permettre à chacun de retrouver son travail à partir de 11h, 11h30. D'habitude, on démarre plus tôt, mais c'est comme vous venez de Rabat, donc on a décalé d'une demi-heure. Encore une fois, Sichami, merci. En tout cas, on a beaucoup appris. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris parce que je connais votre langage franc et direct. Et en plus, on a eu la chance de vous avoir au moment où il y a l'actualité sur ce rapport qui vient de sortir. Encore une fois, merci d'avoir répondu favorablement. Et à très bientôt, Charles. Merci à vous. Merci, ça fait un plaisir d'être là. J'aurais dû commencer par ça. Je m'excuse, on avait déjà prévu un rendez-vous avant. Mais franchement, c'est mon service après-vente, le nouveau modèle, qui m'avait forcé à reporter à aujourd'hui. Mais ça fait un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup.